Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal rétrospectif de ce dimanche 18 février 2018. Le journal que nous avons ce soir, en tout cas, comme d'habitude, le privilège de vous présenter. Ce soir, nous recevons pour vous Norbert Yamba Yamba, président de la Nouvelle Vision panafricaine, ancien secrétaire général du FCR, ancien conseiller économique et politique d'Étienne Tshisekedi. Et voilà, c'est avec lui que nous aurons alors analysé les questions d'actualité de ce soir. Bonsoir Norbert Yamba Yamba. Bonsoir. Longtemps qu'on n'est plus ensemble. Mais voilà, donc il fallait un petit congé sabbatique pour digérer un certain nombre de choses, monter des ressorts pour rebondir. Nous voici. Alors là, j'apprends, je vois quelque chose là. Président de la Nouvelle Vision panafricaine, c'est quoi au juste? Un parti politique La Nouvelle Vision. Formation de la société civile ou quoi? La Nouvelle Vision panafricaine, c'est un cadre de synergie de ceux qui pensent que le développement de l'Afrique passe par la construction des États-Unis d'Afrique. Et ces États-Unis d'Afrique doivent se construire à travers les 5 régions. Kadhafi l'avait pensé à son temps. Hein? Kadhafi s'est battu pour ça. Lumumba, Kwame, Modibo Keïta, Sékou Touré, Nasser, pour m'arrêter qu'à ces personnalités, se sont battus. Mais moi, j'ajoute une nouvelle dimension. Outre la contestation, la résistance, la promotion de l'unité africaine, etc. Moi, je dis oui, on peut bien avoir un cadre, mais il faut produire des richesses. Et les richesses se produisent au travers l'intelligence économique. Et donc, les jours qui viennent, je peux développer ce que signifie l'intelligence économique qui doit être doublée des engagements politiques, des engagements culturels, le rétablissement de l'identité culturelle, la prise de conscience de l'histoire de notre peuple, les différentes prouesses que nous avons connues pendant tout au long de l'histoire. Vous parlez du cadre, ça veut dire que vous serez en synergie avec d'autres partis politiques, avec qui encore? C'est un cadre qui va regrouper les politiques, les politiciens et les acteurs sociaux. C'est un cadre qui croit que ce n'est pas dans... scientifique en même temps aussi, oui, je comprends bien. C'est un cadre politico-scientifique. On ne peut rien faire pour un pays ou pour un continent sans avoir la puissance du savoir, la connaissance approfondie des soubassements, de socle de ce que peut représenter la force pour booster véritablement le pays. Du 15 au 17 février, la SENCO a été en assemblée plénière extraordinaire avec objectif de prier pour la République démocratique du Congo. Laetitia Lubozo nous propose ce reportage. C'est sous un climat de forte tension des crises sociopolitiques que la SENCO a ouvert son assemblée plénière extraordinaire à Kinshasa. Pendant 3 jours, soit du 15 au 17 février, le prince de l'Église catholique vont cogiter sur des moyens possibles pouvant aider le peuple à s'en sortir de cette crise multiforme qui traverse la RDC. Bon, l'évolution dans ce sens qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites dans l'entretemps. Il y a eu des marches, il y a eu des morts. Tout ça, ce sont des choses qu'on n'a pas prévues. Et voilà, on est devant cette réalité-là. Et beaucoup d'autres choses encore qui se discutent autour du processus électoral. Ils veulent faire le point. Je crois qu'ils sont conscients de peu de temps qui reste, comme ils tiennent aux élections conformément au calendrier. Ils veulent faire le point et ils prennent au sérieux leur rôle de pasteur, d'accompagnateur du peuple congolais dans la consolidation de la démocratie. L'archevêque de Kisangani, président de la SENCO, Marcel Outembi Tapa, a, au cours de cette session extraordinaire, affirmé que les prêtres n'abandonneront pas leur mission prophétique au milieu du peuple, que Dieu leur ait confiée. Que la présente session est extraordinaire et qu'elle intervient à peine 3 mois après une autre assemblée extraordinaire, celle du 22 au 24 novembre 2017. Certains fidèles laïcs, regroupés au sein du comité laïque de coordination, se sont appropriés nos messages, ont organisé successivement 2 marches pour réclamer la mise en œuvre intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre. Malheureusement, ces 2 marches ont été violemment réprimées dans le sang.
Cette session est ouverte au lendemain de l'entrée par les carèmes. Une célébration eucharistique a été organisée pour l'ouverture de cette assemblée plénière de la SENCO. La marche du 25 février prochain, sa date a été confirmée par le comité de laïque de coordination qui appelle tous les chrétiens à y participer et à marcher pacifiquement pour l'intérêt du pays. Suivons ce reportage. Un collectif proche de l'Église catholique a appelé samedi à une nouvelle marche le 25 février contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila en République démocratique du Congo. Les deux précédentes marches en décembre 2017 et janvier dernier avaient été interdites et réprimées à balles réelles. Ce 25 février 2018, où que nous soyons, au Congo ou à l'étranger, sans distinction d'appartenance religieuse ou politique, lèvons-nous et marchons pour dire non à la dictature, déclare le comité laïque de coordination dans un communiqué parvenu à l'AFP. Soyons prêts à affronter le pire pour arracher le meilleur, poursuit-il. Cet appel du CLC intervient 24 heures après une messe à Kinshasa à la mémoire de victimes du 21 janvier, pendant laquelle deux voix de l'Église catholique avaient clairement soutenu les prochaines marches. Au total, une quinzaine de personnes ont été tuées dans la répression de marches du 31 décembre et du 21 janvier, d'après les Nations Unies et l'épiscopat. Les autorités ne reconnaissent que 2 morts le 21. La Commission nationale des droits de l'homme de la RDC a fait état vendredi de 7 morts le 31 décembre et 4 le 21 janvier. Notre peuple ne croit plus en la volonté politique des dirigeants actuels d'assurer une alternance pacifique du pouvoir, ajoute le CLC dans son communiqué. Des élections sont prévues le 23 décembre pour organiser le départ du président Kabila, dont le deuxième et dernier mandat de 5 ans a pris fin le 20 décembre 2016. Le CLC interpelle le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Union africaine et l'Union européenne afin qu'ils aillent au-delà des condamnations des principes parce qu'ils sont témoins non seulement du blocage du processus électoral par le président Kabila, mais aussi des atrocités et de la barbarie. La marche des chrétiens ne s'arrêtera pas, avait déclaré vendredi dans son sermon l'abbé François Louyeye, sous les applaudissements de l'assistance dans la cathédrale Notre-Dame à Kinshasa. Les initiatives du comité laïque de coordination sont à applaudir et nous en attendons d'autres, avait poursuivi l'abbé lors de la cérémonie célébrée par l'archevêque de Kinshasa, Laurent Mosengo, 78 ans, très critique envers le régime. Dans leurs précédents appels, les catholiques demandaient au président Kabila de déclarer publiquement qu'il ne se représentera pas à la présidentielle prévue le 23 décembre et le respect des libertés fondamentales. L'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, a célébré ses 36 ans d'existence. Et à l'occasion, le secrétaire général de son parti a appelé les combattants à se mobiliser pour la marche du 25 février. Il a encore réitéré son propos pour une transition sans Kabila. Une fois de plus, Laetitia Lovozo. Devant les combattants du parti, jeudi 15 février, à l'occasion du 36e anniversaire de l'UDPS, Jean-Marc Kabunda Kabound a insisté sur l'idée d'une transition sans Joseph Kabila pour l'organisation des élections crédibles et apaisées en RDC. L'UDPS est un parti politique qui a fait la fierté dans le monde entier depuis sa création en 1982. L'UDPS est compté parmi les partis politiques d'opposition en Afrique, dans tous les coins de la RDC, ainsi que dans le monde entier. Elle vient de totaliser 36 ans d'âge dans la carrière politique, a déclaré le secrétaire général de l'UDPS. Et d'ajouter en tant que membre de l'opposition congolaise et secrétaire général de l'UDPS, nous voulons une courte transition sans Kabila. C'est pourquoi nous invitons tous les combattantes et combattants de l'Union pour la démocratie et le progrès social à répondre massivement à la marche du 25 février 2018 lancée par le comité laïque de coordination. Nous collaborons ensemble, c'est sur un même pied d'égalité que nous allons vaincre, montrer à la face du monde que vous êtes de vainqueurs, a-t-il dit.
Pour rappel, 36 ans après, l'UDPS est en plein morcellement et sans Étienne Tshisekedi Moulumba, décédé il y a de cela 1 an à Bruxelles, et jusque-là, son corps est dans le funérarium en Belgique. Norbert Yamba, vous avez suivi les 3 reportages. Le premier, c'est un rapport avec l'Assemblée plénière extraordinaire de la SENCO qui a commencé le 12 et qui a clôturé ses travaux, ses portes le 17 février. La question de la République démocratique du Congo a été au centre. Deuxième reportage, c'est un rapport avec la marche prévue son 25 février. Et le troisième, c'est l'UDPS qui a totalisé les 36 ans. À la base aussi, on revient sur la marche parce que le secrétaire général a mobilisé les combattants pour participer à la marche du 25. Marche du 25, Norbert Yamba, vous attendez à quoi? On voudrait résoudre quel problème finalement? Merci beaucoup Pascal pour ces 3 reportages assez importants. Le premier, je note que la société, un pays, c'est un système. En tant que système, il y a des sous-composantes à l'interne qu'on appelle des sous-systèmes. Dans la méthode des structures fonctionnelles. Oui, donc pour qu'on puisse obtenir la qualité du système, il faudrait que les différents sous-systèmes soient en mouvement et soient en interaction dynamique. Et donc, dans les sous-systèmes, vous avez les confessions religieuses, vous avez les opérateurs économiques, vous avez les syndicalistes, les partis politiques, les journalistes, etc. Et vous avez également le gouvernement de la République. Il y a des règles de jeu qui permettent véritablement la régulation. Et donc, parmi ces sous-composantes, ces sous-systèmes, il y a l'Église. Et l'Église a le droit de citer par rapport à la gestion des affaires de l'État. Parce que lorsqu'il y a un sous-système qui est un maillon, est en dehors du circuit, à ce moment-là, il dysfonctionnement véritablement du système. Et donc, je suis un peu écœuré lorsque j'écoute certaines déclarations qui frisent la non-reconnaissance du rôle de l'Église par rapport à la performance de la gouvernance de la République. C'est anodin, c'est irresponsable que d'aller véritablement dans cette manière de faire les choses. Quand cela ne tienne, aujourd'hui, le pays est en train de traverser une zone d'incertitude. Les règles des jeunes qui ont été mises en place dans la perspective que le pays soit bien géré, qu'il y ait alternance pour susciter l'élimination dans la classe politique, etc. Toutes ces règles sont en train véritablement d'être remises en cause, au point où l'élite politique devient fondamentalement imbécilisée, à telle enseigne que bon, l'espoir qui a été suscité avec les élections de 2006-2011 sont en train véritablement d'être volatilisés. Il fallait vraiment, visiblement, voir l'Église prendre ses responsabilités pour dire, est-ce qu'on doit continuer d'aller dans l'irrégularité? Est-ce qu'on doit continuer d'aller dans cette désespérance? Et moi, je pense que la marche, c'est une manifestation, au même titre qu'une déclaration, au même titre qu'un sit-in, au même titre qu'un dialogue, un contact avec les autorités, etc. Justement pour exprimer un certain langage, pour dire nous sommes d'accord ou nous ne sommes pas d'accord. Et donc, il faut considérer que ce que fait l'Église catholique aujourd'hui, c'est un message, encore que ceux qui sont justement les destinataires du message prennent conscience et fassent véritablement la volonté du peuple. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose par rapport à l'UDPS, parce que vous aviez analysé les 2 reportages au même moment, hein, la marche et par rapport à l'UDPS, l'Assemblée plénière. Il faut saluer que ce n'est pas si facile d'avoir 36 ans. Lumumba est devenu Premier ministre à 35 ans. Kabila, Joseph, est devenu président à 29 ans. Mobutu à 35 ans, président de la République. C'est que 36 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup et c'est l'âge de maturité. Moi, je pense qu'il y a moyen de se regarder, prendre la météo, utiliser le GPS pour voir ce qui représente les forces, ce qui représente les faiblesses et prendre des orientations qui permettent véritablement à construire de l'ancrage sociologique, institutionnel et territorial. Il me semble que cela va de pair avec la gestion des émotions et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'UDPS est devant ses responsabilités, doit davantage se préparer dans la gestion des affaires de l'État. La contestation doit permettre à l'UDPS de construire une dynamique d'organisation des élections, mais aussi une dynamique d'accession au pouvoir. Et là, il faudrait, après 36 ans, que nous ayons des hommes et des femmes de l'UDPS qui soient capables de gérer la République.
Parce que les quelques rares qui sont allés au pouvoir, qui aujourd'hui sont en train de gérer le pays, ne donnent pas l'impression d'avoir été suffisamment bien formés. Il faut que cela constitue un défi pour ceux qui aujourd'hui fêtent les 36 ans de vie. Alors la date du 25, la marche du 25, on sent comme si la mobilisation est suffisante, mais la crainte est là parce que c'est vrai, la Constitution ne permet pas, la Constitution constate que l'autorité constate et permette son encadrement. Parce que par le passé, nous avions vu les marches refusées et la conséquence, c'est qu'elles ont toujours été réprimées par le sang. Vous avez suivi la désolation d'ailleurs des prêtres. Alors cette fois-ci, avec la marche du 25, bien qu'elle soit suffisamment sensibilisée, mobilisée, est-ce que vous ne craignez pas les conséquences, ce que nous avions connu le 21 et les autres dates par le passé? Il faut dire, Pascal, que la Constitution reconnaît à ce que les Congolais organisent de manifestations qui expriment leur déshydratat et que les autorités accueillent ces déshydratats et les articulent en termes de décision. La marche ne doit pas être quelque chose, un escalier pour avoir des morts. Non, non. La marche, c'est un langage, c'est une expression des gens qui sont censés être copropriétaires de la République. Regardez, cher Pascal, l'Afrique aujourd'hui a 5 régions. Il y a le nord, il y a le sud, il y a l'ouest, il y a le centre et l'est. Regardez ce qui se passe au nord. Ce sont des pays vraiment qui sont... Les pays de la Méditerranée, hein, les Maghrébins, ils sont presque en voie d'être développés. Regardez ce qui se passe au sud. L'Afrique du Sud est en train de tirer, parce que c'est elle la locomotive, en tirer les Lesotho, les animaux Namibie. Regardez les exemples de démissions, en commençant par les Zimbabwe dont on ne pouvait pas s'imaginer. Aujourd'hui, on est en Afrique du Sud. Donc, les Sud-Africains sont en train vraiment d'avancer. Regardez à l'est, l'Éthiopie qui était autrefois le pays affamé, c'est la plus grande puissance régionale aujourd'hui. Le Kenya, c'est pratiquement une province américaine. Et quand vous regardez à l'ouest, le Nigeria est là. Les TGV sont en train de véritablement d'être opérationnalisés. 520 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Et au centre, c'est la RDC qui est la locomotive avec 40 milliards. Donc, les raisés, c'est un trou noir. Et on tire les autres pays vers le bas. C'est vraiment incompréhensible. Au lieu que nous prenions conscience que nous sommes à genoux, nous sommes un trou noir, nous bloquons le développement de l'Afrique parce qu'on ne sait pas quitter le nord vers le sud sans passer par le Congo. Et quand le Congo n'a pas de route, quand le Congo ne fonctionne pas, quand le Congo ne respire pas, comme disait véritablement Franck Fanon, et donc la gâchette risque de court-circuiter le développement de l'Afrique. Raison pour laquelle nous avons dit, mettons en place la nouvelle vision panafricaine, mettons le Congo qui est du reste au centre, qui doit jouer le rôle de catalyseur, debout de manière à ce qu'on puisse véritablement booster les développements de l'Afrique. Et on a besoin, naturellement, de relever ces défis au lieu d'aller dans il faut des marches alors pour que finalement on atteigne l'objectif, c'est ça? Non, mais les marches jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va faire des marches? Parce qu'il n'y a pas de solution. Oui. Effectivement, parce que les autorités ne veulent pas comprendre, ne font pas un effort pour comprendre quel est le message adressé par les marches. Il faudrait qu'elles comprennent. Non seulement ils ont la responsabilité de gérer le Congo, mais ils ont la responsabilité de développer l'Afrique. Parce que le Congo est au centre. Kwame Nkrumah disait, si on crée les États-Unis d'Afrique, c'est Kinshasa qui sera la capitale. De grâce, qu'on arrête avec les tueries, qu'on travaille dans la perspective d'écouter les uns les autres et donner la possibilité à la RDC de respirer. Et ça, nous entendons. Le 25, ce sera une marche. Et c'est pour autant qu'on doit prévenir les morts. Moi, j'ai dit non. Espérons qu'elle sera pacifique. Dans son discours d'ouverture lors de la session de février, le président de la Commission nationale des droits de l'homme a insisté sur le droit de manifester et promet également une enquête transparente sur les cas de victimes de la manifestation du 21 janvier 2018. Jacques Kalonji. En présence des officiels et représentants des institutions politiques, civiles et militaires, ainsi que la société civile, le président de la Commission nationale des droits de l'homme a, dans son discours de l'ouverture de la session de février 2018, recensé les tâches de son institution, occupée essentiellement dans les enquêtes sur les différents cas de violation des droits de l'homme à travers le pays, dont ceux du 31 décembre 2017 et 21 janvier 2018. L'autre point culminant de son discours, ce sont les statistiques avancées. Sur 229 recommandations de CNDH, 20 seulement ont connu un début d'exécution. En tant que garant des institutions, demandez au Parlement d'examiner en toute urgence la proposition de loi fixant les mesures d'application de la liberté des manifestations publiques. Cette recommandation
connaît le début des solutions car le chef de l'État y a fait allusion au cours de son point de presse tenu le 28 janvier 2018. Veiller au respect de la parité hommes-femmes dans les propositions de nomination aux fonctions politiques et dans les organes dirigeants des entreprises publiques. Cette recommandation a connu le début de mise en œuvre avec les dernières nominations dans la territoriale. Ce qui fait dire à Mwamba Mushikonke que la situation des droits de l'homme en RDC est préoccupante. La CNDH est une institution technique et consultative d'appui à la démocratie en République démocratique du Congo. La nouvelle chef de la MONUSCO, Leila Zerougui, a pris officiellement ses fonctions depuis le dimanche passé, avec objectif de soutenir le processus électoral en République démocratique du Congo et offrir des bons offices pour l'application intégrale de l'accord du 31 décembre 2016, toujours en République démocratique du Congo. Une fois de plus, Laetitia Levoiseau. La nouvelle chef de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, l'Algérienne Leila Zerougui, a pris ses fonctions dimanche dans un climat de tension larvé avec les autorités. Elle a officiellement pris ses fonctions en tant que représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo et chef de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, selon un communiqué parvenu à l'AFP. En plus de la mission de soutenir le processus politique et d'assurer la protection des civils, Mme Zerougui devra offrir ses bons offices en vue de l'application intégrale de l'accord politique du 31 décembre 2016. L'accord pouvoir-opposition conclu sous la médiation de l'épiscopat congolais énonce les principes généraux concernant la tenue des élections, le transfert pacifique du pouvoir et la consolidation de la stabilité en RDC, rappelle le communiqué. Zerougui, qui a déjà exercé entre 2008 et 2012 comme adjointe au chef de la MONUSCO, prend ses fonctions sur fond d'une tension larvée avec les autorités. Le président congolais Joseph Kabila avait récemment sévèrement critiqué la MONUSCO et l'avait accusé de n'avoir neutralisé aucun groupe armé. Fin janvier, le secrétaire général a réaffirmé la disposition de la MONUSCO et du système des Nations Unies à continuer de travailler avec les autorités de la RDC pour aider à répondre aux défis sécuritaires auxquels le pays fait face. Présente en RDC depuis 1999, la MONUSCO est la plus importante des missions onusiennes au monde par son budget et ses effectifs. La réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies du 12 février à New York a été consacrée à la situation électorale en République démocratique du Congo et à la question de l'enquête sur le meurtre commis contre les deux experts de l'ONU. Prince Yamboui, commentaire. Exposé lundi au Conseil de sécurité, Léonard Chéo Kitundu a pris pour exemple de l'engagement des autorités congolaises à lutter contre l'impunité, l'enquête sur le double meurtre de deux experts onusiens au Kasaï central, dont la responsabilité incombe aux milices Kamina Sampou. C'était sans imaginer qu'il allait soulever les gourous de l'ambassadrice américaine Nikki Haley. En ce qui concerne ces doubles meurtres, l'ambassadrice américaine a dit au ministre Chéo Kitundu de demander au président Joseph Kabila ce qu'il a fait de sa liste. Je lui ai donné une liste et il n'a pris aucune mesure a-t-elle soutenu, et de faire savoir que cette liste est ce que nous considérons comme devant faire l'objet d'une enquête. C'est une liste très sérieuse en référence de la mort de ces deux personnes. Présente à cette réunion de New York et également concernée par ces doubles meurtres, la Suède a laissé entendre que ce qui est important, c'est de s'assurer que les procureurs Robert Petit et les experts nommés par le secrétaire général de l'ONU pour suivre l'enquête congolaise puissent être autorisés et à rendre compte de manière indépendante. Toutefois, rapporte la Radio France Internationale, un avocat a dénoncé le fait que les principaux témoins et suspects soient déplacés de la capitale congolaise chaque fois que les procureurs demandent à les interroger. Norbert Yamba, vous aviez suivi
le reportage en rapport avec l'ouverture de la session ordinaire par la Commission nationale des droits de l'homme, on insiste sur le droit de manifester, la question qu'on était en train d'aborder pas longtemps. Mais on a l'impression comme si cette structure d'appui à la démocratie ne joue pas son rôle correctement, parce que par le passé, il y a des marches comme ça qu'on refusait, et c'est la question des droits de l'homme qui était en souffrance. Une fois de plus, on constate aussi le nombre de morts donnés par cette commission, et elle parle de 7, et alors que le gouvernement jusqu'ici ne parle que de 2, pourquoi et comment comprendre cette contradiction alors que c'est une structure qui appuie la démocratie et on comprend qu'elle travaille en connivence aussi avec le pouvoir, entre autres le gouvernement? Merci beaucoup Pascal pour cette question. Je dois vous avouer que nous nous sommes battus. Je faisais partie des acteurs majeurs de la société civile pour que véritablement les institutions d'appui à la démocratie s'installent dans notre pays. Parmi ces institutions, vous avez la Commission nationale des droits de l'homme, vous avez la CENI, la Commission contre la corruption, etc. Les trucs d'audiovisuel, et voilà. Nous, on croyait que ces structures-là vont appuyer la démocratie en ayant des hommes qui ne sont pas impliqués dans la gestion des partis politiques pour qu'ils fassent un regard regardant pour permettre à ce que les institutions qui ont la gestion quotidienne, les institutions qui ont la gestion des affaires de l'État fonctionnent comme il se doit. Un regard de façon indépendante. De façon indépendante. Malheureusement, nous sommes dans un processus d'imbécilisation institutionnelle et donc pour faire partie de telle ou telle institution d'appui à la démocratie, il faut faire partie de tel ou tel parti politique, alors que les gens sont choisis suivant leur capacité d'obéissance et d'adhésion à telle ou telle vision, tel ou tel parti politique. Et voilà qu'aujourd'hui, nous avons des institutions bidons, budgétivores, autant de personnes, mais ça aux efficacités. Vous avez suivi combien ils ont dit, ils ont fait plus de 120 recommandations, une seule a été respectée, et ils font quoi? Ils font quoi? Personne ne démissionne, voilà. Personne ne démissionne, personne ne dénonce. On sent que lorsqu'il y a retour, il y a commission, cérémonie, etc. Et on fait pour endormir les gens. Entre-temps, vous avez vu, tout le monde est bien cravaté, tout le monde est bien engraissé, etc. Au détriment de tout un peuple et qui a un noyau, un îlot d'abondance qui a mis en place un scandale de souffrance et de misère de tout un peuple. Donc, sincèrement, les commissions telles qu'elles ont été mises, y compris la CENI, tous ces machins sont véritablement des institutions budgétivores qui répartissent les rôles aux différentes personnes qui adhèrent à une vision, qui adhèrent à un cadre où on se dit, bon, les autres sont naïfs, les autres sont résignés, profitons-en, et si tu veux bouffer comme tout le monde, voilà votre part, voilà. Et voilà, et on organise des déclarations incantatoires sans aucun résultat. Moi, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faudrait que les Africains, j'allais dire notre génération, prenions conscience que le droit de l'homme, ce n'est pas l'Occident qui nous les a donnés. Nous avons connu le droit de l'homme depuis que nos ancêtres, depuis l'Égypte antique, il y a eu des spécialistes, des prêtres qui étaient spécialisés, n'est-ce pas, en droit. Et à 1236, la première charte des droits de l'homme est née au royaume de Manding, sous le règne de Soudiata Keïta. Qu'est-ce qui fait en République démocratique du Congo, on ne parvient pas à respecter les droits de l'homme? C'est justifié par quoi? La peur de quitter le pouvoir, la peur de faire exercer correctement la démocratie, le souci de cacher la vérité, et c'est quoi? Ça peut être justifié par quoi? Pour que finalement on fasse des violations. Cette question, elle est pertinente, mais elle est très complexe. Là, vous me posez la question de savoir quelle est mon appréciation par rapport à cette démocratie, quelle est mon appréciation par rapport au paradigme des droits de l'homme, etc. En fait, ce sont des notions importées. Moi, je crois qu'on aurait pu véritablement faire un effort pour restituer notre poids ontologique au travers l'invention d'une démocratie à l'africaine. Alors maintenant, si nous avions une fondation et que le reste devient un grand fonds culturel, nous aurions pu véritablement avoir des hommes et des femmes adaptés par rapport à la dynamique de nos sociétés. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Vous aviez suivi la réunion du Conseil de sécurité
à la base de la question électorale en République démocratique du Congo, on a évoqué également la question sécuritaire parce que Mme Niki a affirmé qu'elle a remis une liste au chef de l'État. Jusqu'aujourd'hui, aucune enquête n'est faite, mais peut-être pas la question fondamentale, mais ce qui est plus fondamental, c'est la question électorale. Alors là, la problématique de la machine à voter a été évoquée. Et si Mme Niki est arrivée même à dévoiler ce qui était censé être secret, c'est parce que le propos de l'envoyé de la République démocratique du Congo, le ministre des Affaires étrangères, son propos a été trop suffisant, un peu d'arrogant. Et voilà, il a fallu maintenant apporter un contrepoids dans les propos de Niki Haley. Alors elle dit, les États-Unis sont contre la machine à voter, mais de l'autre côté, le président de la CENI estime qu'il faut la machine à voter, sans quoi l'élection ou les élections prévues le 23 décembre 2018, le calendrier ne sera pas respecté. Donc il faut la machine à voter. De l'autre côté, on la refuse. Comment parvenir à une solution qui pourra tranquilliser la nation dès lors que la majorité, visiblement, est contre cette machine à voter? Je note que les relations, aujourd'hui, il y a une littérature abondante sur les relations internationales. Et dans ces relations internationales, on démontre qu'il n'y a plus de communauté internationale, il y a des zones d'influence, et ces zones d'influence sont téléguidées par des agendas d'intérêt. Et donc, on intervient dans un endroit, dans un espace, que lorsqu'on a des intérêts, et on veut faire triompher ces intérêts, et moi, je ne voudrais vraiment pas entrer dans ce débat-là. Quand cela ne tienne, je reviens par rapport à la question de la machine à voter. Vous savez que dans une société normale, dans un pays où les gens s'entendent, dans un pays où il y a gestion des contradictions, un droit au désaccord, l'organe qui est censé organiser véritablement les élections, c'est le ministère de l'Intérieur. Mais lorsqu'il y a méfiance entre les politiques, on recourt à une structure présumée être indépendante, mais qui écoute les différentes parties en compétition pour permettre à ce qu'on organise les élections, n'est-ce pas, transparentes, apaisées et démocratiques. Et c'est comme ça que la CENI a été créée comme une institution d'appui à la démocratie, parce qu'il y a beaucoup d'organisations de la société civile censées appuyer la démocratie, sont véritablement dans cette question électorale. La CENI s'est créée et on inféode de la CENI. De la même manière qu'on a inféodé la commission des droits de l'homme, on a inféodé la commission de lutte contre la corruption, c'est ça, etc. Et donc on a tout inféodé, on a tout miné au point de déconstruire les valeurs intrinsèques d'une démocratie. Et donc on se trouve en situation où le président de la CENI se dit, mais nous on est indépendants. Non, c'est une institution publique. Et cette institution publique ne peut être performante que lorsqu'elle tient compte, elle prend en considération les différents avis et considérations des parties prenantes au processus. Qu'il n'y a pas consensus sur cette question. Alors maintenant, et là, le problème qui se pose, c'est je ne sais pas pourquoi le président de la CENI est obstiné à appliquer la machine à voter. Il ne s'est pas mordu kiss, c'est qu'il connaît le secret. Mais il faut qu'il arrête. Il faut qu'il arrête cette connerie. Il évoque la question du budget, ça va diminuer. Nous voulons la question du budget, mon cher. Il a été démontré il n'y a pas longtemps que les pays de cette famille, la communauté internationale, etc., donnent au moins des moyens. Et les collègues de l'ODEP, en tout cas, je les cite, ont évalué à 175 millions de dollars. Jamais la CENI n'en a fait allusion. 175 millions de dollars qui n'a jamais été rendu public. En dehors de 175 millions, le gouvernement donne l'argent. On a entendu 300 millions, 400 millions. Je m'excuse beaucoup. Et on n'a jamais audité. Et c'est depuis 2006. Où sont les kits de 2006? Où sont les véhicules? Et de 2011? Où sont tous les matériels qui ont été... Et aujourd'hui, non mais écoutez, il faut arrêter de conneries. Comment on va faire la comédie à ciel ouvert? Moi, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faudrait que la CENI soit désintoxiquée. Il faut que ces émotions toxiques soient complètement réduite pour comprendre que le pays est en danger. Nous sommes en train de traverser une zone d'incertitude. Personne ne connaît le lendemain. Quand on veut trop monter au-dessus, le choc devient très dur en tombant. Et celui qui croit avoir, pouvoir dominer les autres est déjà vaincu, dit le proverbe. Merci. Là, vous êtes dans la Bible. Merci beaucoup. L'insécurité en Ituri continue de causer plusieurs morts. Cette question dépasse l'entendement de tout Congolais qui voit dans cela l'implication des pays étrangers qui voudraient déstabiliser la République démocratique du Congo. Jacques Kalonji, commentaire.
L'UNICEF est très préoccupé par la situation de plus de 46 000 enfants qui sont en fuite à cause des violences, indique un communiqué publié ce vendredi. Les violences interethniques qui ravagent depuis le mois de décembre la province de l'Ituri au nord-est de la République démocratique du Congo ont généré d'importants mouvements de population à l'intérieur de la province ainsi que vers l'Ouganda voisin. Plus de 70 villages ont été incendiés lors des récentes violences, renseigne l'UNICEF. Plus de 76 meurtres à l'arme blanche ont été documentés. Parmi eux, une majorité de femmes et d'enfants, poursuit les documents. Au moins 3 centres de santé, 7 écoles ont été pillés ou incendiés, privant les enfants de soins de santé et d'éducation. L'UNICEF estime que plus de 100 écoles ont interrompu le cours, privant 30 000 enfants de leur scolarité. L'UNICEF et ses partenaires ont identifié 70 enfants non accompagnés et 245 enfants séparés de leur famille en besoin urgent d'assistance sur les alentours de l'hôpital général de Bunia, le chef-lieu de la province de l'Ituri. En réponse à la crise, l'UNICEF a activé à partir de son bureau de Bunia son programme de réponse rapide au mouvement de population RRMP, indique le communiqué. Avec ses partenaires et en coordination avec les autres acteurs humanitaires, l'UNICEF distribue des bâches pour la relocalisation volontaire des déplacés sur des sites identifiés par les autorités provinciales et des kits d'articles ménagers, notamment savons, produits de purification d'eau, kits de cuisine, pagnes et couvertures. L'UNICEF et son partenaire gouvernemental ont envoyé des équipes de protection de l'enfant sur le terrain pour l'identification des enfants non accompagnés et séparés de leur prise en charge. Ils demandent à toutes les parties de protéger les enfants contre la violence et de chercher une résolution pacifique à leurs différends. Interrogé par l'agence France Presse, le gouverneur de l'Ituri, Abdallah Penembaka, a remis en cause ces chiffres. Il y a eu effectivement des morts, mais 76 morts liés à ces violences, non. Il faut d'abord faire un travail. Il faut éviter les sensationnels, a-t-il réagi. Je crains que des humanitaires soient tombés dans cette facilité, a ajouté Penembaka, disant attendre les conclusions d'une commission d'enquête policière en cours. Depuis décembre, les affrontements ont provoqué les déplacements de plus de 200 000 personnes selon des sources humanitaires. Les conflits pour les terres entre les éleveurs Emma et les agriculteurs Lendu en Ituri est un de nombreux qui agitent l'est de la République démocratique du Congo. Le ministre congolais de l'Intérieur a promis mercredi lors d'une visite en Ituri de renforcer le déploiement de la police avec comme mission de traquer tous les fauteurs de troubles. Le conseil d'avocats de Diomi Ndongala vient de saisir la Cour pénale internationale à Kinshasa contre sa détention injustifiée. Ici, le professeur Joly explique la démarche. Laetitia Louvezo. En quête de justice, l'honorable Eugène Diomi Ndongala vient de saisir officiellement la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo par une requête en inconstitutionnalité du comportement du gouvernement consistant à les détenir en prison en violation de la décision du Comité des droits de l'homme des Nations Unies numéro 2465/2014. Le professeur en droit constitutionnel, le sénateur Jacques Joly, appelle au respect des textes de droit dans cette affaire. Il ne faut pas oublier que la Cour n'aime pas très souvent jouer le 3e degré de juridiction, ses compétences étant strictement limitées. Et parfois même, par extrême prudence, la Cour botte en touche toutes les questions sensibles. Ce qui est important, à mon avis, sur le plan du droit, c'est que nous puissions voir l'impérativité de décision du comité ou de la commission de droits de l'homme, de ces comités, parce que nous sommes membres d'un protocole qui, n'est-ce pas, prend des décisions qui impactent sur notre action internationale. Et la question, c'est est-ce qu'il faut aller devant la Cour, ou il faut aller à la Cour constitutionnelle, ou il faut faire un contrôle de conventionnalité devant le Conseil d'État. Mais ce sont des questions qui sont éminemment techniques, et je suis sûr que la partie, les avocats de la partie de Diomi Ndongala ont examiné toute cette facette, et attendons voir
la décision de la Cour. Il faut rappeler que Ejenzio Mindongala, président du parti Démocratie chrétienne, a été condamné à 10 ans de prison pour une affaire de mœurs. Par l'entremise de ses avocats, il avait saisi depuis le 22 septembre 2014 le Comité des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Ce dernier a rendu sa décision en novembre 2016 en condamnant la République démocratique du Congo. Norbert Yamba, vous aviez suivi le reportage en rapport avec la situation d'insécurité à Ituri. L'Est de la République démocratique du Congo, l'insécurité continue, les morts ont continué à les enregistrer. Alors, comment comprendre que les efforts ont été fournis, mais jamais une solution définitive? Les autres ont commencé même à accuser certains pays voisins parce qu'ils voudraient avoir une portion de terre en République démocratique du Congo. Et voilà, on commence à pratiquer, excusez la tautologie, la pratique de faire quitter maintenant les autochtones pour installer peut-être ceux-là qui pensent bénéficier des terres en République démocratique du Congo. Merci Pascal. Quand on voit la récurrence des événements, on voit les atrocités, on réalise finalement qu'il doit y avoir quelque chose que nous n'avons pas la maîtrise. Nous n'avons pas la maîtrise. Mais quelqu'un disait qu'on peut tout changer, on ne sait pas changer la géographie. Nous avons des voisins à l'Est, mais qui réellement sont dotés d'un ego irrationnel au service de leurs intérêts et qui voudraient déstabiliser de manière permanente la RDC. Je suis panafricaniste, je prône les États-Unis d'Afrique, je trouve incohérent que cela soit face par nos compatriotes qui sont dans Ituri, ça a perduré, les gens ont beaucoup souffert. Et j'ai même été étonné que s'il n'y a pas convergence au niveau d'intérêt par la sous-région et convergence aussi d'intérêt avec certains acteurs internationaux. Regardez, vous avez suivi à un moment donné le Premier ministre israélien qui s'est rendu au Rwanda dans la perspective qu'on peut rapatrier, on peut envoyer des falachas, les Érythréens qui sont allés en Israël, qui ne s'adaptent pas à ces conditions et qui voudraient rentrer en Afrique et qu'on leur trouve de l'espace. Et les négociations étaient faites avec le Rwanda. 300 000, vous vous imaginez. Le Rwanda n'a que 26 000 km². C'est pratiquement le territoire de l'Omela. Et aujourd'hui, le Rwanda a 11 millions d'habitants, avec la capacité de 267 enfants chaque 2 heures. Où est-ce qu'il va mettre tous ces gens? Je suis en train vraiment de me poser la question. Il mettra où tous ces gens qui vont venir? Et plus grave encore, à la frontière, c'est toujours des guerres, c'est toujours le déplacement de nos compatriotes. Mais je suis vraiment en train de me poser la question. On crée les traumatismes maintenant auprès des habitants. Je suis en train de me poser la question s'il n'y a pas une convergence d'intérêts, un grand complot pour déstabiliser la République, déstabiliser nos compatriotes, donner libre cours véritablement à l'élargissement de certains pays, etc., vers le sous-sol congolais. Alors l'autre question, vous avez vu, à Bandundu, pas très loin de Kinshasa, avec le phénomène des vaches, et on quitte Uvira, on se retrouve ici avec des vaches. Cette question également aussi a créé beaucoup d'interrogations. Le député national Adolphe Mouzidou s'est déplacé. Alors maintenant, aucune explication claire, chose qui n'a jamais été vécue par le passé, par le comportement des Congolais. Et ça doit également aussi vous interpeller. Vous savez oui. Pascal, vous savez, avoir des vaches, ce n'est pas une mauvaise chose. Hein. Nous avons des espaces. Quand vous longez la route vers Kikwiti ou vers Bandundu, il y a des espaces. Une superbe végétation, on peut véritablement nourrir, n'est-ce pas, les vaches. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est qui viennent et comment ils sont venus. À quel moment ils sont venus? Et ils ont quel but? C'est cela. Si par exemple nos compatriotes d'Ouvira, ou du Sud Kivu, ou du Nord Kivu, qui sont des éleveurs, des pasteurs, etc., veulent profiter des espaces. Mais ça se négocie. Ça se négocie. Même vous, même un compatriote de Bandundu, il ne peut pas occuper un terrain à sa manière. Les autorités devraient être préalablement informées. Il y a toute une procédure d'acquisition des concessions agricoles ou pour l'élevage. Mais curieusement, on ne sait pas comment ces gens sont arrivés. Quitter Uvira, parce que j'étais à Uvira, j'étais à Kalemi. Ils ne sont pas arrivés dans les grands centres, mais ils sont allés dans des petits villages pour négocier avec les chefs coutumiers. On n'a jamais entendu parler.
Et c'est curieux, c'est quand ils arrivent ici sur à côté de Kinshasa qu'on vient d'apprendre ça. Je suis en train véritablement de me poser des questions. Toujours Est de la République. Toujours Merci. Est Alors, de la République. abordons l'autre question. Non, j'allais dire qu'ils sont beaucoup bénéficiés en fait. Mais il faudrait qu'on nous laisse tranquille. Oui. Nos enfants ne vont pas à l'école, je me suis beaucoup. Nous ne savons pas nous faire soigner. Nos routes sont impraticables. Nous ne savons pas manger. Demain, nous aurons 160 millions. Nous ne savons pas quoi faire. Aujourd'hui, beaucoup ont des responsabilités, nous ne voyons pas les résultats. Et quand on veut aggraver encore la situation déjà précaire, ce n'est pas normal. Même un chat endormi, on peut veiller à le... Dans une minute, Norbert Yamba, en tout cas on n'a pas le temps, la question de la libération des jeunes Diomi Dongala, vous avez suivi le collectif des avocats ont saisi la Cour pénale internationale. Une rumeur aussi a circulé qu'il bénéficiait de la liberté, lui et Mouyambo, mais ce n'est pas encore fait. Alors, au nom de la décrispation telle qu'a voulu l'accord, mais je crois qu'il bénéficierait déjà de la liberté. Non, mais je vous assure, quand je suis rentré au quartier, je vis les gens en train de jubiler, oui. D'entendre que les jeunes Diomi, Mouyambo, Jean-Claude Mouyambo seront libérés. Oui, mais avant le journal... J'ai même suivi la prestation de Jean-Claude Vieuxma, etc. Et je me suis dit, ok, ça y est, la décryptation commence. C'est un coup de géant. On a entendu il y a 48 heures. Rien ne se passe. J'apprends que maintenant, son avocat est en train d'entreprendre des marches pour déposer les dossiers, etc. Non, écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui, sincèrement, la zone d'incertitude... Ces scandales de souffrance de notre peuple méritent véritablement que chacun fasse une sorte d'une rétrospection pour se dire, est-ce que nous méritons aujourd'hui que nous ayons des querelles? Est-ce que nous méritons aujourd'hui que nous puissions arrêter les acteurs? Est-ce que si nous les libérons, ça va nous empêcher de dormir? Est-ce qu'aujourd'hui, Diomi, Jean-Claude, tous ces gens qui sont en prison sortent pour rejoindre leur famille? Est-ce que ça va empêcher certaines personnes de dormir? Ils ont passé beaucoup de temps en prison, il faudrait le dire depuis 2012. Nous réjouir des difficultés des autres. Il y a l'autre cas qu'on ne parle pas souvent de celui qu'on a arrêté dernièrement, Franck Diongo. Alors le cas Franck Diongo devrait également être aussi abordé parce que c'est pour des raisons simplement politiques qu'il a été arrêté. On ne peut pas comprendre qu'il soit là où il est. Alors quand je vois le Premier ministre Bruno Tshibala, quand je vois Olengankoï, et en même temps ils sont là au pouvoir, et Franck Diongo en prison, ils ne trouvent pas solution. C'est pas juste. Parce qu'ils avaient le même combat quand même. Chacun est au pouvoir, il a sa mission. Si la mission c'est d'accéder et d'avoir les avantages du pouvoir, vous oubliez vos amis. Hein, c'est pas pour rien que... Et puis, généralement, quand on a le pouvoir, on vous donne une mission. Et ça n'est pas généralement la mission pour arranger ou améliorer, mais c'est pour déstabiliser, déconstruire toute la dynamique que vous avez mise en place avec les autres. Et je ne pense pas que Tshibala, Dion, Olenga, etc., puissent prendre du temps. Mais c'est déplorable parce qu'ils avaient le même combat. Diongo. Mais vous savez, quand on veut tout dominer, on est déjà vaincu. Merci Franck Diongo. Nous pensons que votre cas ne sera pas oublié par nous. Nous allons interpeller, continuer à rappeler pour que, en tout cas, cette commission de la décrispation prenne votre cas au sérieux. Après plusieurs temps de tergiversation politique en République sud-africaine sur le dossier Jacob Zuma, ce dernier a fini par remettre sa démission avec effet immédiat. Suivant le commentaire nous proposé par Moïse Moussangana. Vous allez nous excuser parce qu'il semble être un peu plus long, plus de 2 minutes. Suivant. Après avoir échappé à plusieurs motions de défiance et défié son parti qu'il avait enjoint finalement lundi de démissionner en ayant 48 heures, au risque de s'exposer à une motion de défiance, Jacob Zuma, désormais ancien président sud-africain empêtré dans plus de 700 dossiers, notamment de corruption, a enfin rendu l'établi. C'est vers 22h mercredi 14 février, alors que les Quinois étaient rivés sur le téléviseur suivant le derby Real de Madrid, Paris Saint-Germain, que la nouvelle de la démission du fils du KwaZulu-Natal est tombée. Juste le temps de terminer ces matchs et de les commenter, la politique a repris le dessus avec des commentaires dans tous les sens. C'était un buzz sur les réseaux sociaux. Avec raison dans la mesure où Pretoria et Kinshasa
ont eu des relations privilégiées tout le long du règne de 9 ans de Jacob Zuma. Les relations entre les deux pays étaient même qualifiées par des différents experts et observateurs de privatisés entre les deux présidents. Un fait est indéniable. L'Afrique du Sud s'est investie pour l'avènement de la paix et la stabilité politique en République démocratique du Congo depuis la rencontre historique entre les anciens présidents Mobutu et Kabila père autour de Nelson Mandela dans le bateau Utenika qui mouillait au large de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. L'Afrique du Sud a payé en son temps rubis sur ongle 50 millions de dollars américains après la conférence des Amis du Congo à Bruxelles pour permettre à la RDC de renouer avec la communauté financière internationale après l'avènement de l'AFDEL au pouvoir. Elle a joué un rôle important lors du dialogue intercongolais qui s'est tenu sur son sol à Sun City et à Pretoria et qui a accouché de l'accord global inclusif duquel résulte la constitution actuelle qui a donné naissance à la Troisième République en République démocratique du Congo. Ces soldats servent sous le drapeau onusien au sein de la MONUSCO et certains ont versé de leur sang pour que vive à jamais la paix en République démocratique du Congo. Sous Zuma, l'Afrique du Sud ne s'est pas faite prier pour défendre le régime Kabila sur la scène internationale, à l'ONU, à l'Union africaine et à la SADC. La venue d'Edem Kodjo en RDC pour piloter le dialogue intercongolais de la Cité de l'Union africaine est l'œuvre de l'ancienne épouse de Jacob Zuma, Madame Nkosazana Zuma, alors présidente de la Commission de l'Union africaine. Tous ces efforts n'étaient pas vains. En contrepartie, l'Afrique du Sud attendait aussi de la République démocratique du Congo, surtout sur le plan énergétique avec la construction d'Inga 3. Elle y compte aussi des intérêts miniers. L'on parle des proches de Zuma. La République démocratique du Congo se recrute parmi les grands partenaires de l'Afrique du Sud sur le plan commercial. Beaucoup de biens manufacturés consommés en République démocratique du Congo viennent du pays de Nelson Mandela. Sans réciprocité, la compagnie aérienne SAA flotte dans les ciels congolais quasiment chaque jour. Qu'est-ce qui va se passer après le départ de Zuma? Cyril Ramaphosa, qui aurait aussi des intérêts miniers en République démocratique du Congo, va-t-il continuer sur la même lancée que son prédécesseur? Ce qui est vrai, c'est que les relations entre les deux pays vont continuer et vont se normaliser. Sûrement, Cyril Ramaphosa, qui dénonce la corruption dans son pays, ne va pas sans doute l'encourager ailleurs. Qu'à cela ne tienne. Après Robert Mugabe, Eduardo Santos, Joseph Kabila vient de perdre un troisième allié de taille en Afrique australe. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Norbert Yamba, vous avez suivi le cas Jacob Zuma. Finalement, il est parti accusé de beaucoup d'abus. Alors, bien qu'il a essayé de se cramponner au pouvoir, mais le parti s'est imposé, la démocratie s'est imposée, et finalement, il est parti. Ça sert à quoi, souvent, de se cramponner au pouvoir, lorsqu'on sait qu'un jour, on finira par partir? Non, mais ça montre que le peuple est plus puissant que les hommes. Le peuple, c'est une bombe atomique. Ce qui se passe en Afrique du Sud montre les degrés de maturation du peuple sud-africain. N'oubliez pas que l'Afrique du Sud, c'est la locomotive en Afrique australe, avec 400 milliards de dollars. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud fait partie des BRICS, les pays émergents du monde, 5. La Chine, l'Inde, le Brésil, la Russie et l'Afrique du Sud, les seuls représentants en Afrique. Donc, l'Afrique du Sud peut prétendre aujourd'hui avoir la maturité nécessaire pour savoir où elle va. Elle connaît d'où elle vient, elle sait où elle est, et elle sait où elle va. C'est très important. Le grand malheur, c'est que lorsqu'on est dans une société qui ne connaît pas où il va, et qui ne connaît pas d'où il vient, et ça pose problème. Alors on dit que le pouvoir aveugle, hein, en même temps, on dit le pouvoir aveugle. Hein. Peut-être lorsqu'on a le pouvoir, on oublie tout, on oublie d'où on vient, on oublie vers où on va, et on est comme ça, on vit au gré des vagues. Non, lorsqu'on a une certaine maturité, lorsqu'on a des institutions stables, lorsqu'on a la force du droit, pas le droit de la force, je pense que tout se régule normalement. Mais l'Afrique du Sud a compris qu'elle doit jouer son rôle de superpuissance économique en Afrique. Et l'Afrique du Sud est le même type de locomotive en Afrique centrale comme le Congo-Kinshasa. Mais le Congo n'a pas conscience de ce qu'il représente en termes de valeur intrinsèque.
l'Afrique du Sud a conscience de ce qui représente sa position. Le Congo ne comprend pas qu'au centre de l'Afrique, le Congo, pour relier le nord et le sud, relier l'Afrique, l'ouest et l'est, il faut passer par le Congo. Merci. Et donc, le Congo aujourd'hui, est-ce que j'allais dire que le peuple n'a pas encore la maturité? Oui, au fur et à mesure que les manifestations se font, au fur et à mesure que les émissions s'organisent, on est en train de guiser la conscience. Et petit à petit, il y aura une élite politique et d'excellence qui va véritablement régenter le pays. Et cela va booster non seulement le Congo, mais l'Afrique dans son ensemble. Les cadres de l'Alliance des travaillistes congolais pour le développement ont été en formation avec les experts de la Commission électorale nationale indépendante sur la nécessité de la machine à voter pour les élections à venir en République démocratique du Congo. Suivons ce reportage. Les échanges en termes d'une formation électorale entre les experts de la Commission électorale nationale indépendante et les cadres du parti politique Alliance des travaillistes congolais pour le développement, ATD en sigle, ont été organisés ce samedi 18 février au siège national de l'ATD situé sur l'avenue de l'enseignement dans la commune de Kassavubu. Ces échanges ont tourné autour des explications des experts de la CENI sur les innovations apportées à la loi électorale et sur la machine à voter, et cela après multiples questions posées par les cadres de l'ATD. Après explication des experts, les cadres du parti de José Makila Soumanda considèrent que cette machine facilitera l'opération électorale afin que le risque de la fraude soit minime. C'était une formation capitale pour notre parti. Il a plu à son excellence, monsieur le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication, notre autorité morale, a écrit une correspondance au président de la CENI, parce qu'il a trouvé que non, c'était quand même impérieux, son parti ne peut pas aller aux élections sans que les membres ne puissent d'abord comprendre ce que c'est la loi électorale, les innovations qu'il y en a eu dedans et comment fonctionne la machine à voter. Raison pour laquelle le président de la CENI a répondu positivement et nous avons assisté à cette formation qui était pour nous combien capitale. Capitale parce qu'il y a eu des innovations que nous, on ne comprenait pas. Mais en suivant les explications des experts ici, les formateurs de la CENI, nous avons eu beaucoup de matière et ça nous a réconfortés. Et ce qui nous demande à rectifier les tirs pour sensibiliser nos bases davantage, de manière à ce que nous puissions atteindre véritablement le seuil de 1% que le législateur a mis dans la loi électorale. Ces échanges voulus et sollicités par l'autorité morale de l'ATD auront été pour ces cadres une occasion qui aura permis au parti d'avoir une lecture nette, sans ambiguïté, de la machine à voter, jusqu'ici considérée par la majorité des Congolais comme une machine à tricher. Le directeur de l'école doctorale de l'économie à l'université protestante au Congo, le professeur Évariste Mabi Mulumba, a démissionné de ses fonctions pour le fait qu'on ait accepté la soutenance de la thèse d'Augustin Matata Pogno sans que la procédure ne soit correctement respectée. Jacques Kalonji. Voilà un scandale dont se serait bien passé le tout nouveau docteur en économie Augustin Matata Pogno, ancien premier ministre de la République démocratique du Congo. Le processus de présentation de sa thèse a été émaillé de graves irrégularités, accuse dans une lettre le professeur Évariste Mabi Mulumba, directeur de l'école doctorale de la faculté des sciences économiques de l'université protestante au Congo. Tirant les conséquences des irrégularités dénoncées, le sénateur Mabi a démissionné de l'école doctorale de la faculté de l'administration des affaires et sciences économiques de l'UPC. Selon le professeur Mabi, les processus ayant conduit à la thèse de Matata a violé l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015, portant normes d'opérationnalisation des enseignements du troisième cycle dans les établissements d'enseignement supérieur et universitaire en RDC. Il s'agit notamment de primo, la durée conduisant à l'obtention du diplôme de doctorat après l'obtention d'un diplôme d'études approfondies DEA. Il faut au moins 3 à 5 ans maximum après le DEA pour défendre une thèse doctorale. Or, le DEA de Matata
Or, le diplôme d'études approfondies de Matata a été obtenu en janvier 2016 à l'université de Kinshasa. Secundo, la composition du jury qui pose problème. Au lieu d'un membre issu du comité d'encadrement, les jurys en comptaient 3. Le professeur Mperebo Impere, Kalalan Chimpanka et Chiko Eboué relèvent Évariste Mabi. Autre irrégularité dans la composition du jury, la présence de 2 professeurs associés alors que seuls les professeurs ordinaires ou émérites peuvent valablement siéger. Kabambanteta et Kalalan Chimpaka, professeurs associés, faisaient partie du jury Matata, fit observer les sénateurs. Tertio, du non-respect du règlement académique. Le règlement de l'Université protestante au Congo n'a pas été respecté car la proposition de composition du jury de thèse a été faite à la seule initiative du doyen de la faculté d'administration des affaires et sciences économiques. Ni l'école doctorale, ni le conseil des facultés n'ont été associés, déplore Évariste Mabi. C'est la mort dans l'âme que Mabi Moulumba dit avoir pris la grave décision de démissionner. Il l'a fait pour la crédibilité de l'Université protestante au Congo, conclut-il. Seule consolation pour Matata Ponyo Mapon, Mabi ne s'est attaqué qu'à la forme et non au fond de sa thèse. Qu'à cela ne tienne, le mal est fait, d'autant plus que Mabi est un professeur extrêmement respecté pour sa rectitude. Pour rappel, c'est le 3 février 2018 que Matata Ponyo Mapon avait défendu sa dissertation doctorale intitulée « Qualité de l'ajustement budgétaire et croissance économique », le cas de la RDC de 1974 à 2015. Il avait obtenu la mention la plus haute distinction. Norbert Yamba, les juristes disent la forme corrompt tout. Lorsque la forme n'est pas de bonne qualité, c'est difficile qu'on entre au fond. Et vous avez suivi le professeur Mabi Moulumba évoquer certaines irrégularités en rapport avec la thèse soutenue par Augustin Matata Ponyo. Il estime que la procédure n'a pas été correctement respectée. Conséquence, il démissionne de l'école doctorale de l'UPC. Ça, ce n'est pas une bonne image pour Matata. Hein. Merci Pascal. D'abord, je voudrais noter par rapport à ce qui a été dit par le parti ATD, je constate qu'on est dans une classe politique dont les ridicules ne tuent pas. Les présidents sont considérés comme des autorités morales. Je ne sais pas d'où c'est venu. Et donc tout le monde est autorité morale de quelque chose parce qu'il a l'argent, etc. Et bien bon voilà, donc c'est pas l'offre politique qui compte. Ça c'est la première chose. Deuxième chose par rapport à la question que vous posez, je voudrais vraiment pas entrer dans ce débat-là. Mais ce que je souhaite, c'est que lorsqu'il y a des normes, lorsqu'il y a des règles de jeu, il faut que les règles de jeu soient respectées. Je constate qu'il y a trop de docteurs ces derniers temps. Mais quand je regarde la gestion de l'État, la gestion des affaires publiques, j'ai comme l'impression que c'est comme si tout le monde n'éprimait rien. Bomsong dit que ce sont des abrutis fondationnels. Les diplômes chez nous entrent dans une logique d'étiquette, sans éthique. On est dans des docteurs de compilation. On copie ceci, on copie, on termine, on dit non, grand professeur. On dit généralement plagiat. Il faut avoir des hommes comme Lumumba qui n'a fait que 2 ans post-primaire et qui aujourd'hui est étudié le monde entier. Voyez. Donc, nous n'avons pas des hommes, des visionnaires, nous n'avons pas de vrais docteurs. Aujourd'hui, et regardez, bon, j'ai entendu à l'Assemblée nationale combien de docteurs, même celui qui dirige venait de défendre. Regardez les résultats. Vous voyez les résultats? Vous avez vraiment une valeur ajoutée de ce qui représente l'immensité d'intelligence. Et bon, alors, on va avoir des conseillers, docteurs, de ceci, de cela, mais où sont les résultats? Ce sont des illettrés. Le jour où les gens prendront la responsabilité de fouiner notre patrimoine culturel, de construire des étages en fonction de ce qui représente le génie culturel de notre environnement, c'est là qu'on partait. Mais le reste, ce sont des étiquettes. C'est des étiquettes qui n'ont aucune valeur ajoutée, aucune plus-value, et donc ça va rester simplement dans le prestige auréolé d'une personne, mais ce n'est pas pour aider la République. Norbert Yamba, nous vous disons alors merci pour avoir accepté de répondre à notre appel ce soir. Je vous remercie. Voilà, nous sommes à la fin de notre journal rétrospectif de ce dimanche, journal que nous avons reçu pour vous, Norbert Yamba, président de la Nouvelle Vision panafricaine, ancien secrétaire général du FCR, ancien conseiller économique et politique
de Etienne Tshisekedi. Et voilà, avec lui, on a échangé sur les questions d'actualité diffusées durant la semaine par Canal King Télévision. Nous sommes à la fin, nous disons au revoir et à la prochaine.